André Gide. La symphonie pastorale. Premier cahier. « 27 février. La neige est tombée encore abondamment cette nuit. Les enfants sont ravis, parce que bientôt, disent-ils, on sera forcé de sortir par les fenêtres. Le fait est que ce matin, la porte est bloquée et que l'on ne peut sortir que par la buanderie. Hier, je m'étais assuré que le village avait des provisions en suffisance, car nous allons sans doute demeurer quelque temps isolés du reste de l'humanité. Ce n'est pas le premier hiver que la neige nous bloque, mais je ne me souviens pas d'avoir jamais vu son empêchement si épais. J'en profite pour continuer ce récit que je commençais hier. J'ai dit que je ne m'étais point trop demandé, lorsque j'avais ramené cette infirme, quelle place elle allait pouvoir occuper dans la maison. Je connaissais le peu de résistance de ma femme. Je savais la place dont nous pouvions disposer et nos ressources, très limitées. J'avais agi, comme je le fais toujours, autant par disposition naturelle que par principe, sans nullement chercher à calculer la dépense où mon élan risquait de m'entraîner, ce qui m'a toujours paru anti-évangélique. Mais autre chose est d'avoir à se reposer sur Dieu ou à se décharger sur autrui. Il m'apparut bientôt que j'avais déposé sur les bras d'Amélie une lourde tâche, si lourde que j'en demeurais d'abord confondu. Je l'avais aidée de mon mieux à couper les cheveux de la petite, ce que je voyais bien qu'elle ne faisait déjà qu'avec dégoût. Mais quand il s'agit de la laver et de la nettoyer, je dus laisser faire ma femme, et je compris que les plus lourds et les plus désagréables soins m'échappaient. Au demeurant, Amélie n'éleva plus la moindre protestation. Il semblait qu'elle eût réfléchi pendant la nuit et pris son parti de cette charge nouvelle. Même, elle y semblait prendre quelque plaisir, et je la vis sourire après qu'elle eut achevé d'apprêter Gertrude. Un bonnet blanc couvrait la tête rase où j'avais appliqué de la pommade. Quelques anciens vêtements à Sarah et du linge propre remplacèrent les sordides haillons qu'Amélie venait de jeter au feu. Ce nom de Gertrude fut choisi par Charlotte et accepté par nous tous aussitôt, dans l'ignorance du nom véritable que l'orpheline ne connaissait point elle-même et que je ne savais où retrouver. Elle devait être un peu plus jeune que Sarah, de sorte que les vêtements que celle-ci avait dû laisser depuis 1 an lui convenaient. Il me faut avouer ici la profonde déception où je me sentis sombrer les premiers jours. Certainement, je m'étais fait tout un roman de l'éducation de Gertrude, et la réalité me forçait par trop d'en rabattre. L'expression indifférente, obtuse de son visage, ou plutôt son inexpressivité absolue, glaçait jusqu'à sa source mon bon vouloir. Elle restait tout le long du jour auprès du feu, sur la défensive, et dès qu'elle entendait nos voix, surtout dès que l'on s'approchait d'elle, ses traits semblaient durcir. Il ne cessait d'être inexpressif que pour marquer l'hostilité. Pour peu que l'on s'efforçât d'appeler son attention, elle commençait à geindre, à grogner comme un animal. Cette bouderie ne cédait qu'à l'approche du repas, que je lui servais moi-même, et sur lequel elle se jetait avec une avidité bestiale des plus pénibles à observer. Et de même que l'amour répond à l'amour,
je sentais un sentiment d'aversion m'envahir devant le refus obstiné de cette âme. Oui, vraiment, j'avoue que les 10 premiers jours, j'en étais venu à désespérer et même à me désintéresser d'elle au point que je regrettais mon élan premier et que j'eusse voulu ne l'avoir jamais emmenée. Et il advenait ceci de piquant, c'est que, triomphant un peu devant ces sentiments que je ne pouvais pas bien lui cacher, Amélie prodiguait ses soins d'autant plus et de bien meilleur cœur, semblait-il, depuis qu'elle sentait que Gertrude me devenait à charge et que sa présence parmi nous me mortifiait. J'en étais là, quand je reçus la visite de mon ami le docteur Martins du Val-Travers, au cours d'une de ses tournées de malades. Il s'intéressa beaucoup à ce que je lui dis de l'état de Gertrude, s'étonna grandement d'abord de ce qu'elle fût restée à ce point arriérée, n'étant somme toute qu'aveugle. Mais je lui expliquai qu'à son infirmité s'ajoutait la surdité de la vieille, qui seule jusqu'alors avait pris soin d'elle, et qui ne lui parlait jamais, de sorte que la pauvre enfant était demeurée dans un état d'abandon total. Il me persuada que, dans ce cas, j'avais tort de désespérer, mais que je ne m'y prenais pas bien. « Tu veux commencer de construire, me dit-il, avant de t'être assuré d'un terrain solide. Songe que tout est chaos dans cette âme, et que même les premiers linéaments n'en sont pas encore arrêtés. Il s'agit, pour commencer, de lier en faisceau quelques sensations tactiles et gustatives, et d'y attacher, à la manière d'une étiquette, un son, un mot, que tu lui rediras à satiété, puis tâcheras d'obtenir qu'elle redise. Surtout, ne cherche pas d'aller trop vite. Occupe-toi d'elle à des heures régulières et jamais très longtemps de suite. Au reste, cette méthode, ajouta-t-il, après me l'avoir minutieusement exposée, n'a rien de bien sorcier. Je ne l'invente point et d'autres l'ont appliquée déjà. Ne t'en souviens-tu pas, du temps que nous faisions ensemble notre philosophie, nos professeurs, à propos de Condillac et de sa statue animée, nous entretenaient déjà d'un cas analogue à celui-ci. À moins, fit-il en se reprenant, que je n'ai lu cela plus tard, dans une revue de psychologie. N'importe, cela m'a frappé, et je me souviens même du nom de cette pauvre enfant, encore plus déshéritée que Gertrude, car elle était aveugle et sourde-muette, qu'un docteur de je ne sais plus quel comté d'Angleterre recueillit vers le milieu du siècle dernier. Elle avait nom Laura Bridgman. Ce docteur avait tenu journal, comme tu devrais faire, des progrès de l'enfant, ou du moins, pour commencer, de ses efforts à lui pour l'instruire. Durant des jours et des semaines, il s'obstina à lui faire toucher et palper alternativement 2 petits objets, une épingle puis une plume, puis toucher sur une feuille imprimée à l'usage des aveugles le relief des 2 mots anglais pin et pen. Et durant des semaines, il n'obtint aucun résultat. Le corps semblait inhabité. Pourtant, il ne perdait pas confiance. Je me faisais l'effet de quelqu'un, racontait-il, qui, penché sur la margelle d'un puits profond et noir, agiterait désespérément une corde dans l'espoir qu'enfin une main la saisisse. Car il ne douta pas un instant que quelqu'un ne fût là, au fond du gouffre, et que cette corde, à la fin, ne soit saisie.
Et un jour, enfin, il vit cet impassible visage de Laura s'éclairer d'une sorte de sourire. Je crois bien qu'à ce moment, des larmes de reconnaissance et d'amour jaillirent de ses yeux et qu'il tomba à genoux pour remercier le Seigneur. Laura venait tout à coup de comprendre ce que le docteur voulait d'elle. Sauver. À partir de ce jour, elle fit attention. Ses progrès furent rapides. Elle s'instruisit bientôt elle-même et par la suite devint directrice d'un institut d'aveugles. À moins que ce ne fût une autre, car d'autres cas se présentèrent récemment dont les revues et les journaux ont longuement parlé, s'étonnant à qui mieux, un peu sottement à mon avis, que de telles créatures puissent être heureuses. Car c'est un fait, chacune de ces emmurées était heureuse, et sitôt qu'il leur fut donné de s'exprimer, ce fut pour raconter leur bonheur. Naturellement, les journalistes s'extasiaient, en tiraient un enseignement pour ceux qui, jouissant de leurs 5 sens, ont pourtant le front de se plaindre. Ici s'engagea une discussion entre Martins et moi qui regimbait contre son pessimisme et n'admettait point que les sens, comme il semblait l'admettre, ne servissent en fin de compte qu'à nous désoler. « Ce n'est point ainsi que je l'entends, » protesta-t-il. « Je veux dire simplement que l'âme de l'homme imagine plus facilement et plus volontiers la beauté, l'aisance et l'harmonie que le désordre et le péché qui partout ternissent, avilissent, tachent et déchirent ce monde, et sur quoi nous renseignent et tout à la fois nous aident à contribuer nos 5 sens. De sorte que, plus volontiers, je ferai suivre le Fortunatos nimium de Virgile de si sua mala nescient que du si sua bona norint qu'on nous enseigne. Combien heureux les hommes s'ils pouvaient ignorer le mal. Puis il me parla d'un conte de Dickens qu'il croit avoir été directement inspiré par l'exemple de Laura Bridgman, et qu'il promit de m'envoyer aussitôt. Et 4 jours après, je reçus en effet le Grillon du foyer, que je lus avec un vif plaisir. C'est l'histoire un peu longue, mais pathétique par instants, d'une jeune aveugle que son père, pauvre fabricant de jouets, entretient dans l'illusion du confort, de la richesse et du bonheur. Mensonge que l'art de Dickens s'évertue à faire passer pour pieux, mais dont, Dieu merci, je n'aurais pas à user avec Gertrude. Dès le lendemain du jour où Martin s'était venu me voir, je commençais de mettre en pratique sa méthode et m'y appliquais de mon mieux. Je regrette à présent de n'avoir point pris note, ainsi qu'il me le conseillait, des premiers pas de Gertrude sur cette route crépusculaire où moi-même je ne la guidais d'abord qu'en tâtonnant. Il y fallut, dans les premières semaines, plus de patience que l'on ne saurait croire, non seulement en raison du temps que cette première éducation exigeait, mais aussi des reproches qu'elle me fit encourir. Il m'est pénible d'avoir à dire que ces reproches me venaient d'Amélie, et du reste, si j'en parle ici, c'est que je n'en ai conservé nulle animosité, nulle aigreur. Je l'atteste solennellement, pour le cas où plus tard sa feuille serait lue par elle. Le pardon des offenses ne nous a-t-il pas enseigné par le Christ immédiatement à la suite de la parabole sur la brebis égarée? Je dirais plus. Au moment même où j'avais le plus à souffrir de ses reproches, je ne pouvais lui en vouloir de ce qu'elle désapprouvasse longtemps que je consacrais à Gertrude. Ce que je lui reprochais plutôt,
c'était de n'avoir pas confiance que mes soins pussent remporter quelque succès. Oui, c'est ce manque de foi qui me peinait, sans me décourager du reste. Combien souvent j'eus à l'entendre répéter « Si encore tu devais aboutir à quelque résultat », et elle demeurait obtusément convaincue que ma peine était vaine. De sorte que, naturellement, il lui paraissait malséant que je consacrasse à cette œuvre un temps qu'elle prétendait toujours, qui serait mieux employé différemment. Et, chaque fois que je m'occupais de Gertrude, elle trouvait à me représenter que je ne sais qui ou quoi attendait cependant après moi, et que je distrayais pour celle-ci un temps que j'eusse dû donner à d'autres. Enfin, je crois qu'une sorte de jalousie maternelle l'animait, car je lui entendis plus d'une fois me dire « Tu ne t'es jamais autant occupé d'aucun de tes propres enfants », ce qui était vrai, car si j'aime beaucoup mes enfants, je n'ai jamais cru que j'eusse beaucoup à m'occuper d'eux. J'ai souvent éprouvé que la parabole de la brebis égarée reste une des plus difficiles à admettre pour certaines âmes, qui pourtant se croient profondément chrétiennes. Que chaque brebis du troupeau, prise à part, puisse, aux yeux du berger, être plus précieuse à son tour que tout le reste du troupeau pris en bloc, voici ce qu'elles ne peuvent s'élever à comprendre. Et ces mots, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Ces mots tout rayonnants de charité, si elles osaient parler franc, elles les déclareraient de la plus révoltante injustice. Les premiers sourires de Gertrude me consolaient de tout et payaient mes soins au centuple. Car cette brebis, si le pasteur la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont jamais égarés. Oui, je le dis en vérité, jamais sourire d'aucun de mes enfants ne m'a inondé le cœur d'une aussi séraphique joie que fit celui que je vis poindre sur ce visage de statue, certain matin où brusquement elle sembla commencer à comprendre et à s'intéresser à ce que je m'efforçais de lui enseigner depuis tant de jours. Le 5 mars. J'ai noté cette date comme celle d'une naissance. C'était moins un sourire qu'une transfiguration. Tout à coup, ses traits s'animèrent. Ce fut comme un éclairement subit, pareil à cette lueur purpurine dans les Hautes-Alpes qui, précédant l'aurore, fait vibrer le sommet neigeux qu'elle désigne et sort de la nuit. On eût dit une coloration mystique, et je songeais également à la piscine de Bethesda, au moment que l'ange descend et vient réveiller l'eau dormante. J'eus une sorte de ravissement devant l'expression angélique que Gertrude put prendre soudain, car il m'apparut que ce qui la visitait en cet instant n'était point tant l'intelligence que l'amour. Alors, un tel élan de reconnaissance me souleva qu'il me sembla que j'offrais à Dieu le baiser que je déposais sur ce beau front. Autant ce premier résultat avait été difficile à obtenir, autant les progrès sitôt après furent rapides. Je fais effort aujourd'hui pour me remémorer par quel chemin nous procédâmes. Il me semblait parfois
que Gertrude avança par bonds, comme pour se moquer des méthodes. Je me souviens que j'insistais d'abord sur les qualités des objets plutôt que sur la variété de ceux-ci. Le chaud, le froid, le tiède, le doux, l'amer, le rude, le souple, le léger, puis les mouvements, écartés, rapprochés, levés, croisés, couchés, noués, dispersés, rassemblés, etc. Et bientôt, abandonnant toute méthode, j'en vins à causer avec elle sans trop m'inquiéter si son esprit toujours me suivait, mais lentement, l'invitant et la provoquant à me questionner à loisir. Certainement, un travail se faisait en son esprit durant ce temps que je l'abandonnais à elle-même, car chaque fois que je la retrouvais, c'était avec une nouvelle surprise, et je me sentais séparé d'elle par une moindre épaisseur de nuit. C'est tout de même ainsi, me disais-je, que la tiédeur de l'air et l'insistance du printemps triomphent peu à peu de l'hiver. Que de fois n'ai-je pas admiré la manière dont fond la neige? On dirait que le manteau s'use par en dessous et son aspect reste le même. À chaque hiver, Amélie y est prise et me déclare: la neige n'a toujours pas changé. On la croit épaisse encore, quand déjà la voici qui cède, et tout à coup, de place en place, laisse reparaître la vie. Craignant que Gertrude ne s'étiolât à demeurer auprès du feu sans cesse, comme une vieille, j'avais commencé de la faire sortir. Mais elle ne consentait à se promener qu'à mon bras. Sa surprise et sa crainte d'abord, dès qu'elle avait quitté la maison, me laissèrent comprendre, avant qu'elle n'eût su me le dire, qu'elle ne s'était encore jamais hasardée au dehors. Dans la chaumière où je l'avais trouvée, personne ne s'était occupé d'elle autrement que pour lui donner à manger et l'aider à ne point mourir, car je n'ose point dire à vivre. Son univers obscur était borné par les murs mêmes de cette unique pièce qu'elle n'avait jamais quittée. À peine se hasardait-elle, les jours d'été, au bord du seuil, quand la porte restait ouverte sur le grand univers lumineux. Elle me raconta, plus tard, qu'entendant le chant des oiseaux, elle l'imaginait alors un pur effet de la lumière, ainsi que cette chaleur même qu'elle sentait caresser ses joues et ses mains, et que, sans du reste y réfléchir précisément, il lui paraissait tout naturel que l'air chaud se mît à chanter, de même que l'eau se met à bouillir près du feu. Le vrai, c'est qu'elle ne s'en était point inquiétée, qu'elle ne faisait attention à rien et vivait dans un engourdissement profond, jusqu'au jour où je commençais de m'occuper d'elle. Je me souviens de son inépuisable ravissement lorsque je lui appris que ces petites voix émanaient de créatures vivantes, dont il semble que l'unique fonction soit de sentir et d'exprimer l'éparse joie de la nature. C'est de ce jour qu'elle prit l'habitude de dire « Je suis joyeuse comme un oiseau ». Et pourtant, l'idée que ces chants racontaient la splendeur d'un spectacle qu'elle ne pouvait point contempler avait commencé par la rendre mélancolique. « Est-ce que vraiment, disait-elle, la terre est aussi belle que le racontent les oiseaux? Pourquoi ne le dit-on pas davantage? Pourquoi, vous, ne me le dites-vous pas? Est-ce par crainte de me peiner, en songeant que je ne puis la voir? Vous auriez tort, j'écoute si bien les oiseaux. Je crois que je comprends tout ce qu'ils disent. » Ceux qui peuvent y voir ne les entendent pas si bien que toi, ma Gertrude, lui dis-je
en espérant la consoler. « Pourquoi les autres animaux ne chantent-ils pas » reprit-elle. Parfois, ces questions me surprenaient, et je demeurais un instant perplexe, car elles me forçaient de réfléchir à ce que jusqu'alors j'avais accepté sans m'en étonner. C'est ainsi que je considérais, pour la première fois, que plus l'animal est attaché de près à la terre, et plus il est pesant, plus il est triste. C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre, et je lui parlais de l'écureuil et de ses jeux. Elle me demanda alors si les oiseaux étaient les seuls animaux qui volaient. « Ah, il y a aussi les papillons, lui dis-je. »« Est-ce qu'ils chantent » Ils ont une autre façon de raconter leur joie, repris-je. Elle est inscrite en couleur sur leurs ailes. Et je lui décrivis la bigarrure des papillons. « 28 février. Je reviens en arrière, car hier je m'étais laissé entraîner. Pour l'enseigner à Gertrude, j'avais dû apprendre moi-même l'alphabet des aveugles. Mais bientôt, elle devint beaucoup plus habile que moi à lire cette écriture, où j'avais assez de peine à me reconnaître, et qu'au surplus, je suivais plus volontiers avec les yeux qu'avec les mains. Du reste, je ne fus point le seul à l'instruire. Et d'abord, je fus heureux d'être secondé dans ce soin, car j'ai fort à faire sur la commune, dont les maisons sont dispersées à l'excès, de sorte que mes visites de pauvres et de malades m'obligent à des courses parfois assez lointaines. Jacques avait trouvé le moyen de se casser le bras en patinant pendant les vacances de Noël qu'il était venu passer près de nous, car entre-temps il était retourné à Lausanne, où il avait fait déjà ses premières études, et entré à la faculté de théologie. La fracture ne présentait aucune gravité, et Martins, que j'avais aussitôt appelé, put aisément la réduire sans l'aide d'un chirurgien. Mais les précautions qu'il fallut prendre obligèrent Jacques à garder la maison quelque temps. Il commença brusquement de s'intéresser à Gertrude, que jusqu'alors il n'avait point considérée, et s'occupa de m'aider à lui apprendre à lire. Sa collaboration ne dura que le temps de sa convalescence, 3 semaines environ, mais durant lesquelles Gertrude fit de sensibles progrès. Un zèle extraordinaire la stimulait à présent. Cette intelligence, hier encore engourdie, il semblait que, dès les premiers pas, et presque avant de savoir marcher, elle se mettait à courir. J'admire le peu de difficulté qu'elle trouvait à formuler ses pensées, et combien promptement elle parvint à s'exprimer d'une manière non point enfantine, mais correcte déjà, s'aidant pour imager l'idée, et de la manière la plus inattendue pour nous et la plus plaisante, des objets qu'on venait de lui apprendre à connaître, ou de ce dont nous lui parlions et que nous lui décrivions lorsque nous ne le pouvions mettre directement à sa portée, car nous nous servions toujours de ce qu'elle pouvait toucher ou sentir pour expliquer ce qu'elle ne pouvait atteindre, procédant à la manière des télémétreurs. Mais je crois inutile de noter ici tous les échelons premiers de cette instruction qui, sans doute, se retrouvent dans l'instruction de tous les aveugles. C'est ainsi que, pour chacun d'eux, je pense, la question des couleurs a plongé chaque maître dans un même embarras. Et à ce sujet, je fus appelé à remarquer qu'il n'est nulle part question de couleurs dans l'Évangile. Je ne sais comment s'y sont pris les autres. Pour ma part, je commençai par lui nommer les couleurs du prisme dans l'ordre où l'arc-en-ciel nous les présente. Mais aussitôt s'établit une confusion dans son esprit entre couleur et clarté,
et je me rendais compte que son imagination ne parvenait à faire aucune distinction entre la qualité de la nuance et ce que les peintres appellent, je crois, la valeur. Elle avait le plus grand mal à comprendre que chaque couleur à son tour pût être plus ou moins foncée et qu'elles pussent à l'infini se mélanger entre elles. Rien ne l'intriguait davantage et elle revenait sans cesse là-dessus. Cependant, il me fut donné de l'emmener à Neuchâtel, où je pus lui faire entendre un concert. Le rôle de chaque instrument dans la symphonie me permit de revenir sur cette question des couleurs. Je fis remarquer à Gertrude les sonorités différentes des cuivres, des instruments à cordes et des bois, et que chacun d'eux, à sa manière, est susceptible d'offrir, avec plus ou moins d'intensité, toute l'échelle des sons, des plus graves aux plus aigus. Je l'invitais à se représenter de même, dans la nature, les colorations rouges et orangées, analogues aux sonorités des cors et des trombones, les jaunes et les verts à celles des violons, des violoncelles et des basses, les violets et les bleus rappelés ici par les flûtes, les clarinettes et les hautbois. Une sorte de ravissement intérieur vint dès lors remplacer ses doutes. « Que cela doit être beau !» répétait-elle. Puis, tout à coup, « Mais alors, le blanc, je ne comprends plus à quoi ressemble le blanc. » Et il m'apparut aussitôt combien ma comparaison était précaire. Le blanc, essayai-je pourtant de lui dire, est la limite aiguë où tous les tons se confondent, comme le noir en est la limite sombre. Mais ceci ne me satisfit pas plus qu'elle, qui me fit aussitôt remarquer que les bois, les cuivres et les violons restent distincts les uns des autres, dans le plus grave aussi bien que dans le plus aigu. Que de fois, comme alors, je dus demeurer d'abord silencieux, perplexe, et cherchant à quelle comparaison je pourrais faire appel. « Eh bien, lui dis-je enfin, représente-toi le blanc comme quelque chose de tout pur, quelque chose où il n'y a plus aucune couleur, mais seulement de la lumière. Le noir, au contraire, comme chargé de couleurs, jusqu'à en être tout obscurci. Je ne rappelle ici ce débris de dialogue que comme un exemple des difficultés où je me heurtais trop souvent. Gertrude avait ceci de bien qu'elle ne faisait jamais semblant de comprendre, comme font si souvent les gens, qui meublent ainsi leur esprit de données imprécises ou fausses, par quoi tous les raisonnements ensuite se trouvent viciés. Tant qu'elle ne s'en était point fait une idée nette, chaque notion demeurait pour elle une cause d'inquiétude et de gêne. Pour ce que j'ai dit plus haut, la difficulté s'augmentait de ce que, dans son esprit, la notion de lumière et celle de chaleur s'étaient d'abord étroitement liées, de sorte que j'eus le plus grand mal à les dissocier par la suite. Ainsi, j'expérimentais sans cesse à travers elles combien le monde visuel diffère du monde des sons et à quel point toute comparaison que l'on cherche à tirer de l'un